Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Une vie de liberté. Je suis Tony, entrepreneur, marchand de biens et investisseur. Auparavant chef d'entreprise, prisonnier d'une belle rat race, ce métro boulot dodo infernal, j'ai fait un burn-out en 2012 qui a tout remis en question. Je voulais changer de vie pour tout simplement vivre, avoir du temps pour profiter de ma famille et de mes proches, voyager et faire au quotidien une activité riche de sens. Grâce à mes investissements, j'ai réussi à atteindre l'indépendance financière en 2018 et depuis 2019, je partage ma passion de la liberté tous les 15 jours sur ce podcast et dans mes contenus. On y parle beaucoup d'argent et d'investissement, mais aussi de développement personnel, avec parfois une pointe de philo, de dépassement de soi et surtout de liberté. Parce que même si l'argent est indispensable pour être libre dans ses poches, je suis convaincu que la liberté ne vaut rien si l'on n'apprend pas à être libre dans sa tête. Et si d'aventure vous désirez aller plus loin avec moi, je vous propose des livres, des coachings ainsi que des programmes de formation en ligne pour vous permettre d'accélérer votre route vers la liberté. Tout ça est disponible sur notre site www.abinvest.net ou alors en description de cet épisode. Et c'est à nouveau avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cet épisode. Et je vous propose de commencer, comme je le fais tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la dernière quinzaine. Alors un grand merci à Chewbacca, Laurent, Sébastien, Fabien, Clément, Jean, William, Stéphane, Xavier, Victor, Yannick, Lupin, Olivier et Alex. Un grand merci à tous pour vos commentaires, ça fait très plaisir. Nous sommes 3361 sur YouTube, ça monte sur le road to 10 000 abonnés, on en a fait le tiers. Donc ça y est, le tiers est dépassé, ça fait plaisir. Et surtout, j'ai envie de vous dire, ça fait même d'autant plus plaisir que quand je compare mes stats et mes vues, on fait en moyenne entre 800 et 1200 vues par épisode de podcast ou par vidéo sur YouTube. Après, sur les chiffres d'une vie de liberté, sur le podcast en lui-même, qui est diffusé sur toutes les plateformes, on fait 15 000 écoutes par mois. Donc c'est assez énorme, mais voilà, il y a d'autres youtubeurs de mathématiques qui ont bien plus d'abonnés que moi et qui font bien moins de vues. Donc voilà, c'est qu'on est une communauté soudée, et ça fait plaisir. Et ça, c'est très bien. On est arrivé à 402 notes sur Apple Podcast. Merci à vous tous d'avoir joué le jeu. On a dépassé les 400 notes. Donc voilà, 3 notes de plus par rapport à la semaine dernière. Et merci infiniment à tous les commentaires qui sont apparus. Donc Jonathan, Kurt, Ploumi, Caroline et Yann, merci pour vos commentaires 5 étoiles. Commentaires qui m'ont beaucoup touché. Et merci encore une fois pour le temps que vous avez pris pour les rédiger. Je le dis jamais assez, j'ai l'impression. Mais voilà, entre écouter un podcast dans sa voiture, voilà, vous ne me devez rien du tout, et prendre le temps d'ouvrir son appli, mettre un commentaire et tout, ça peut être pas grand-chose, mais ça coûte quand même du temps, et voilà, ça me fait très plaisir, et ça m'aide à me faire connaître, donc un grand merci à vous. Et je vous rappelle que si vous voulez me contacter, le plus simple, c'est encore de le faire sur Instagram, où nous sommes 8142 sur mon seul et unique compte, Une vie de liberté. N'hésitez pas à me rejoindre, je partage du contenu pratiquement tous les jours. En ce moment, je suis moins présent en story, et vous le savez, je ne veux pas négliger le contenu qui reste, voilà, le contenu qui est important pour moi, c'est-à-dire Une vie de liberté, les vlogs et les contenus aussi physiques, présentiels qu'on fait. Et vous allez voir qu'il y en a en ce moment, parce que j'ai plein de choses à vous dire dans les news. Mais voilà, je ne veux pas délaisser ce contenu-là, et le contenu que je vais délaisser le plus, ça va être les stories Instagram. Voilà, surtout qu'en ce moment, on a des opérations de division foncière. J'en montre pas trop parce qu'on est à côté de Lyon, on est dans des très beaux secteurs. Et voilà, comme on est en phase de signature, négociation, je peux pas tout montrer parce que si les gens identifient l'adresse et tout, c'est pas ouf. Donc voilà, je le ferai quand tout sera signé en temps voulu. Mais ça bosse en ce moment, voilà, dans l'ombre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, c'est là où je partage le plus de temps et de contenu. Et encore une fois, merci à tous de liker, commenter les épisodes, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Et je vous propose qu'on passe aux news, rubrique news. Il y a de quoi faire cette semaine dans les news. La première chose que je veux vous dire, c'est que le séminaire karting des gentlemen investisseurs, donc pour ceux qui me suivent que sur Une vie de liberté, les gentlemen investisseurs, mon second podcast, j'ai un super t-shirt gentleman investisseur pour ceux qui regardent sur YouTube aujourd'hui, le t-shirt du mastermind au Maroc, du MMA. Et donc ce mastermind qui va s'appeler Race and Business, qu'on fait pour la 2e édition, qui a lieu sur le circuit de karting d'Alès, au pôle mécanique, c'est complet. Voilà, les places sont parties en une matinée.
Donc encore une fois, un grand merci à tous ceux qui seront avec nous. Et c'est quasiment tous les auditeurs du podcast privé des gentlemen, puisqu'ils ont les événements en avant-première. Donc voilà, merci à vous tous les amis. Ça va être un très beau mastermind, ça sera du 26 au 28 septembre. Et pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'être là, je vous le ferai vivre dans un joli vlog, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, séminaire karting, c'est complet. Un grand merci à tous. Je pense que ça va être incroyable. On est 24 en tout. Et il y avait 20 places à la vente, on est 4 à organiser. Il y a mon Yann, bien sûr, il y a Ben et notre ami Fab, coach PNL, que vous commencez à connaître maintenant, ami, associé et tout ce que vous voulez, qui fait partie de la team Gentleman maintenant, donc Fab sera là aussi. Ça va être un très très beau séminaire. Le séminaire moto au Maroc, qui lui aura lieu du 21 au 28 octobre. Donc ça aussi, c'est un séminaire qu'on organise avec les Gentlemen investisseurs. On part dans l'Atlas, on part sur des motos vintage pendant une semaine. Là, pareil, il y avait 20 places en tout, on est 4 à organiser, donc il y avait 16 places en vente, il n'en reste plus qu'une. Donc si tu es motard, si tu as envie de traverser l'Atlas sur une moto avec nous et de passer vraiment un bon moment, une semaine entière entre investisseurs, si tu as envie de rencontrer mon père aussi, parce que il vient avec nous, je l'ai invité, donc ça me fait très très plaisir qu'il soit là cette semaine avec nous, ça sera cool, qu'il découvre un petit peu voilà, notre univers, les copains. Ça va être chouette, il reste une place. Donc si t'es motard, si t'as envie de parcourir de l'Atlas sur une Royal Enfield, une vraie moto vintage pendant une semaine entre investisseurs, manifeste-toi. Voilà, je pense qu'elle va pas durer longtemps, cette place. Encore une autre chose, la parenthèse indépendance. Donc la parenthèse indépendance, vous le savez, c'est le séminaire qui remplace les J'irai investir chez vous. Donc c'est coaching qu'on faisait avec Yann pendant quelques jours. On partait 2 jours chez des investisseurs dans toute la France. On a transformé ça. Maintenant, c'est vous qui venez à nous pour passer en revue vos finances perso de A à Z, vos investissements et définir ensemble une stratégie pour vos futurs investissements. Il y a déjà la première session qui a eu lieu au mois de février. La prochaine session qui arrive au mois de mai, là, dans une dizaine de jours, elle est complète depuis longtemps. Et pour la 3e session qui aura lieu du 11 au 13 octobre 2023, il ne nous reste plus que 4 places sur les 16. Donc voilà, vous avez tous les liens dans la description du podcast. Je ne vous en dis pas plus. Sur la chaîne YouTube aussi, vous avez une vidéo du premier vlog. Vous avez aussi le podcast sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs qu'on a fait. N'hésitez pas, si ça vous dit, de nous rejoindre. Je pense que ça va être un très, très bon moment. J'ai plein de choses cette semaine à vous dire dans les news, c'est un truc de fou. Chez les Gentlemen Investisseurs, on a reçu un invité de marque qui a fait le 3e Gentleman, le temps d'un épisode. C'est sorti vendredi, c'est un épisode avec Yann Darwin. Donc Yann Darwin, qui ne le connaît pas dans le investissement game, un podcast très très inspirant, très très cool. Yann a vraiment joué le jeu de faire le 3e Gentleman, le temps d'un épisode. Donc il commente l'actualité avec nous, il nous fait la leçon mindset de tonton, ça sera de tonton Windar pour le coup. Il nous fait le biais d'humeur de Yann, mais voilà, c'est Yann, c'est pas Yann Gentleman, c'est Yann Darwin, et il répond aussi aux auditeurs avec nous, donc vraiment un super podcast qu'il a eu la gentillesse de partager avec nous. C'est disponible sur la chaîne des Gentlemen Investisseurs, n'hésitez pas à aller le voir, et je pense que vous allez passer un excellent moment. Et la dernière news pour la semaine, et pas des moindres, c'est que le Mastermind Esprit Foncier, c'est parti. Voilà, 2e édition du Mastermind Esprit Foncier. Et il y a beaucoup de choses qui changent cette année. Ce sera plus un suivi sur 1 an. Donc le Mastermind Esprit Foncier, pour resituer, c'est... on a pris l'année dernière un groupe de 8 investisseurs qu'on a suivi toute l'année avec l'objectif de réaliser leur première division foncière. Donc ça a bien marché parce qu'il y en a 4 d'entre eux qui sont bien lancés. Et d'ailleurs, nos 2, je crois que c'est même peut-être les 2 plus jeunes qui ont été les deux plus fulgurants et qui se sont associés ensemble et qui ont plus de 300 000 € de marge dans les tuyaux. Donc on est pas mal. Ça nous a bien plu en tout cas de faire cet accompagnement, c'était chouette. Mais après, on s'est rendu compte aussi que parmi les investisseurs qu'on avait choisis, on avait une team humaine qui était au top, mais par contre, on avait aussi 4 investisseurs qui sont multi-investisseurs et qui avaient beaucoup, beaucoup de boulot cette année et qui n'ont pas pu consacrer peut-être toute l'énergie qu'il aurait fallu à ce mastermind. Donc, on s'est dit que cette année, on allait prendre le meilleur de cette année, donc sur toutes les présentations qu'on a faites, tout ce qu'on a vu qui avait bien marché, et aussi regarder ce qui avait moins bien marché. Et on a changé la formule. Donc, ça sera différent. Cette année, ça sera des sessions de formation de 2 jours en présentiel chez nous. Donc, vous allez venir
en Rhône-Alpes, à côté de Saint-Étienne. Vous passez 2 jours entiers avec nous. Il y aura entre une journée et une journée et demie, je pense, de formation théorique. Donc dans l'idée, quand vous vous inscrivez, vous avez la formation en ligne Division foncière expert. Vous avez aussi la formation en ligne Vision 360 qui est inclus dedans, qui est vraiment complémentaire. Vous avez notre livre, bien sûr, Riche de liberté, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Ça, c'est les prérequis à faire de façon indispensable avant de venir, pour vraiment avoir toutes les bases. Et ensuite, quand vous êtes avec nous, il y aura entre une journée, je pense, et une journée et demie de formation théorique de tout ce qu'on a vu cette année, qui sera très intéressant, plus après, entre une à une demi-journée de visite de nos opérations, vraiment de visite terrain pour rendre les choses concrètes. Et voilà, comme ça, ceux qui voulaient vraiment une initiation à la division foncière, voir les choses pour démarrer, ils en auront pour leur argent. Et ceux qui veulent aller plus loin, ils pourront prendre des heures de coaching à côté pour, au moment où ils en auront le plus besoin. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que sur un an, le problème de la division foncière, c'est que c'est très long et il y a des gros temps d'attente. Et voilà, si la personne elle a payé 1 an de suivi, elle a trouvé son OP, elle a déposé sa DP, parfois il y a 3-4 mois d'attente où il n'y a pas grand-chose à faire si on n'est pas en train de chercher une deuxième opération. Donc on a trouvé cette solution-là. Le gros avantage, c'est qu'on va faire des sessions de 8 personnes. Comme ça sera vraiment en petit comité. On aura le temps, s'il y a des gens qui ont déjà avancé, par exemple, de regarder leur projet, on prendra vraiment le temps ensemble. Ça sera 2 jours, vraiment 2 jours pleins. Le gros avantage, c'est que c'est 4 fois moins cher que l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc même celui qui fait les 2 jours et qui veut prendre du coaching, avant d'en arriver au montant de l'année dernière, il peut prendre quelques heures de coaching. Et je pense que ça sera un bon compromis. En tout cas, on va tester comme ça. Donc, il y a une première session qui est ouverte pour 8 personnes. Elle aura lieu les 21 et 22 septembre. Vous avez le lien dans la bio si ça vous dit de venir parler et avancer sur la division foncière avec nous. En tout cas, nous, on en sera absolument ravis. Et j'en ai terminé pour les news chargées de cette semaine. Et je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la semaine dernière, de la dernière quinzaine. Et quel podcast, puisque j'ai eu le bonheur et le plaisir de recevoir mon pote Charles. Et je trouve que c'est chouette de recevoir mes amis dans le podcast qui ont eux aussi atteint leur indépendance financière. C'est trop cool de recevoir un Darwin dans le podcast ou des gens qui sont allés très très loin. Mais on va le voir dans les commentaires, c'est aussi très chouette d'avoir des gens qui sont, j'ai pas envie de dire des gens du quotidien, parce que j'insiste encore sur ce qu'a fait Charles, c'est quand même extraordinaire, parce que ça sort de l'ordinaire. On en avait parlé de ça il y a 15 jours. Pour le podcast avec Sophie, avec Caroline. Mais voilà, d'avoir des gens du quotidien, en fait, des gens auxquels on peut s'identifier, où ça montre que c'est atteignable, je trouve que c'est d'autant plus inspirant, en fait. Ça nous montre que c'est vraiment réel et possible, parce que c'est réel et possible. Moi, je l'ai fait, donc je me connais, et je sais d'où je viens, et je sais d'où je suis parti. Donc si je peux y arriver, tout le monde peut y arriver. Voilà, encore une fois, il faut s'en donner les moyens. Mais c'est chouette, et Charles, c'est vraiment ce qui nous prouve encore une fois, et vous m'avez fait exploser les écouter, les commentaires, donc je vous propose qu'on prenne quelques messages. On va prendre un premier message de Clément, fidèle auditeur des Gentlemen Investisseurs et d'une vie de liberté devant l'éternel, qui nous dit « Salut mon tonton, excellent podcast avec notre ami de l'île de la Réunion, il a le soleil dans le regard, ça se voit. Merci à vous deux d'apporter beaucoup de tips, c'est excellent, surtout chez le notaire pour la taxe foncière, j'y penserai la prochaine fois. Au plaisir de pouvoir échanger avec toi, et à bientôt. » Clément. Donc merci encore à toi Clément. Bon, je voulais revenir sur le tips de la taxe foncière. J'aime bien parce que moi en tant que... Alors aujourd'hui, je suis ligérien, j'habite dans la Loire, mais l'Auvergne, je la vois de ma fenêtre, je suis vraiment à la frontière. Et maintenant que la région s'appelle Auvergne-Rhône-Alpes, je peux dire aussi que je suis un peu auvergnat. Donc moi aussi, je suis un peu une pince quand même. Et d'ailleurs, la base de l'indépendance financière, ça commence par là. Ça commence par boucher le trou de la baignoire et par faire des économies. Donc c'est un bon tips. Après, quand on va beaucoup chez le notaire, moi en tant que marchand de biens aujourd'hui, je ne me vois pas faire ça. Ça serait mesquin, je pense, et je ne suis pas sûr que mon notaire kifferait le truc. Mais par contre, quand on démarre ou quand on a eu un vendeur un peu revêche, je trouve que c'est quand même un très très bon tips. Et voilà, donc à faire, mais pas à faire à tous les coups, je pense. On a un message de Victor. Victor qui nous dit « Super podcast, ça fait du bien de voir tous ces profils atteignables. Ça va sûrement aider les plus novices à passer à l'action. Tu pourrais même interviewer quelqu'un qui vient juste de faire son premier LMNP, par exemple. » Alors, figure-toi, Victor, que bientôt, j'aurai quelqu'un qui sera un peu plus débutant, qui n'a pas atteint son indépendance financière, mais qui a performé dans d'autres domaines, et ça sera aussi très intéressant,
Mais je suis d'accord avec toi. Ça fait du bien de voir des profils atteignables. Ça fait du bien de voir des gens, tu sais, des gens qui galèrent aussi. Ou des gens qui, voilà, ne te disent pas, encore une fois, tout ce que je touche se transforme en or, je suis le roi Midas, je suis incroyable, tu vois. Euh, Peut-être que même nous-mêmes, on le dit pas assez, tu vois, en ce moment. C'est ce que j'expliquais en début de podcast. On a des opérations de division foncière qui sont en cours avec des gros montants, des montants supérieurs à ce que moi j'ai pu faire qui approche le million d'euros, tu vois, une maison qui approche le million d'euros. Je veux pas trop en dire parce que voilà, il y a des enjeux, c'est des affaires, j'en parlerai une fois qu'elles seront finies, terminées, que tout aura été acheté. C'est des choses que tu peux pas filmer parce que voilà, les gens qui achètent, quand tu achètes une maison dans ces prix-là, bah, tu as envie de discrétion, t'as pas envie de l'avoir sur YouTube, quoi, tu vois. Donc, euh, donc je peux pas parler vraiment de ces opérations-là. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que oui, bien sûr que sur ce genre d'opération, je sors de ma zone de confort, tu vois. Et que c'est des trucs, forcément, tant que c'est pas acheté, revendu et fait comme il faut, t'as une part qui stresse, tu vois. Je sais que bon, je me dis, je prends toujours un risque que je peux assumer. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre, tu vois, mon indépendance financière en jeu pour un investissement de plus. Mais en revanche, ça te fait quand même un petit stress. Et je trouve que c'est important de le dire. Et bah, comme c'est des affaires dont je peux pas parler, des fois après elles sont finies, je me rends plus compte. Mais ça fait du bien de dire que voilà, tout est pas incroyable, qui découle du jour au lendemain, et que voilà, ben, on galère, et que c'est pas facile, et que c'est même quand tu as atteint ton indépendance financière et que tu veux continuer, bah, tu as aussi des difficultés, c'est pas rose tous les jours, c'est pas toujours facile. Donc je trouve que c'est important, et je suis d'accord avec toi. Et ça fait du bien, et je pense que dans le podcast, je continuerai de recevoir des gens qui sont sur le chemin ou qui viennent juste de l'atteindre, tu vois, ou qui ont réussi. Ça sera très motivant pour tout le monde. Et on va continuer aussi de vous proposer ça sur les Gentlemen Investisseurs parce qu'on a un paquet de featuring qui arrive. Je pense que ça sera très très intéressant. D'ailleurs, j'en profite un peu pour faire un peu de pub quand même pour notre podcast privé des Gentlemen Investisseurs. J'en fais pas beaucoup, mais voilà, c'est le podcast privé des Gentlemen Investisseurs. C'est 7 € par mois. 7 euros, je crois même pas, je vais presque plus au McDo. J'y vais peut-être une fois ou deux fois par an. Mais je suis pas sûr que ce soit le prix d'un menu aujourd'hui, 7 balles. Et avec Yann, on se décarcasse pour vous ramener des super profils, et notamment des gens qui sont discrets et qui veulent pas passer sur le podcast public, parce qu'ils veulent pas que tout le monde le voit. On a notamment Mbarek, un de nos fidèles auditeurs, qui est passé dans le podcast privé et qui a partagé une stratégie qui est juste incroyable. C'est pas pour faire de la pub pour 7 euros. D'ailleurs, vous pouvez vous désabonner le mois d'après. Donc, si j'ai menti, vous pouvez vous désabonner direct. Mais j'ai pas menti. Et le nombre de commentaires qu'on a eu dessous. Enfin, il y a vraiment de la qualité qu'on peut pas partager sur le podcast public. Pareil, bientôt, on aura deux investisseurs, Romain et Guillaume, qui sont venus au Maroc avec nous, qui vont partager leur parcours. Et comme ils sont encore dans le monde du travail, ils vont le partager sur le podcast privé. Et c'est juste fou. Ils ont acheté plus de 50 appartements en 18 mois. Et ils ont eu le déclic en écoutant les Gentlemen Investisseurs. Donc ça fait trop plaisir. C'est juste fou, quoi. C'est juste fou. Et, euh, et voilà, si vous aimez bien ce genre de podcast et d'avoir des profils, j'ai envie de dire atteignables, mais des gens du quotidien, enfin des gens comme moi, quoi, comme nous tous, quelque part, qui vous racontent leur parcours et qui l'ont fait, je trouve que c'est trop, trop cool. Donc voilà. En tout cas, vous avez les liens dans la description si vous voulez écouter les podcasts privés des gentlemen. Vous pouvez payer 7 balles, je crois qu'il y a 28 épisodes déjà de sortie, non, même plus que ça, 30 ou 31. Vous pouvez écouter les 31 dans le mois, vous désabonner si vous voulez vous rabonner un an après pour écouter les 30 d'un coup. C'est sans engagement. Donc voilà, n'hésitez pas, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et on est déjà plus de 300, donc un grand merci aussi à tous ceux qui nous suivent. On a un message de Yannick. Yannick qui nous dit: j'ai rencontré Charles lors du dernier événement CDR. Nous avons parlé investissement auto, mais pas IMO. Je découvre son profil, les séminaires sont trop courts, félicitations. Et oui, Charles investit aussi dans les voitures maintenant, depuis quelques temps. Et c'est très très intéressant. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. Et d'ailleurs, l'année dernière, pour ceux qui ont suivi, je me suis offert un rêve de... Je fais ma crise de la quarantaine. Je me suis offert une Porsche que j'adore, qui est toujours dans mon garage et que je roule très souvent pour ceux qui voient les vlogs. Toujours un vrai bonheur. Ça fait 1 an aujourd'hui que je l'ai, et à chaque fois que je la conduis, le plaisir est toujours là. Et voilà, c'est une voiture que j'ai achetée 69 000 euros, si je dis pas de bêtises, et qui aujourd'hui cote 10 000 euros de plus.
Donc, quand on sait acheter, voilà, comme on dit, hein, les riches sont toujours plus riches. Quand on sait acheter, on roule en Porsche et on est même limite payé pour rouler en Porsche, quoi. Donc, c'est incroyable. Alors, on fait pas ça pour ça, mais c'est intéressant quand on a une logique d'acheteur, d'investisseur immobilier. On peut le décliner partout et faire des bonnes affaires. Donc, tout n'est pas qu'une histoire d'argent. On peut se faire plaisir avec une voiture qui décote, si c'est ça. Mais en tout cas, il faut que ce soit l'investissement qui permette de le faire et pas, voilà, et pas vivre au-dessus de ses moyens. Et on a un dernier message d'Olive qui nous dit: excellent, que de bons intervenants. J'ai croisé Charles à plusieurs reprises. C'est vraiment un mec sympa, cool, tranquille, posé, qui donne de bons conseils. Et sa femme est également inspirante. Merci beaucoup pour tout ça, les petits loups, que du bonheur, et à bientôt, que ce soit l'un ou l'autre. Merci beaucoup à toi, Olive. Et effectivement, Sandra, la femme de Charles, est aussi très inspirante. Elle a investi à ses côtés tout le long. Charles nous en a beaucoup parlé. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre les liens du blog de Sandra et de l'Insta de Charles la semaine dernière quand le podcast est sorti. Ça allait trop vite. Donc voilà, l'erreur est rétablie. Si vous voulez contacter Charles, bon, son Insta, c'est chatgr. Et voilà, et je vous mets tous les liens dans la description du podcast de la semaine dernière. Et voilà, on a fini avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine. Je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et cette semaine, c'est presque un événement à marquer d'une pierre blanche, hein, parce que voilà, on passe au podcast de la semaine et je suis encore tout seul. Je retrouve mon micro pour un podcast solo avec un sujet que j'ai pris le temps de préparer tout seul. Et figurez-vous que ça me fait très très plaisir parce que je viens de réaliser en le préparant que ça ne m'était pas arrivé depuis le 30 janvier. Et voilà, on est le 3 mai au moment où j'enregistre ce podcast. Je vous avais fait un podcast sur la beauté que j'avais beaucoup aimé faire. Et donc, ça fait quelques mois que j'ai pas fait de podcast solo. Limite, à un moment, je me suis dit, est-ce que je vais encore savoir faire? Est-ce que je vais encore y arriver? Donc, vous me direz si c'est bien. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des interviews. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail cette année. Et ce début d'année, beaucoup de choses. Et les interviews, ça prend quand même un peu moins de temps que la préparation de ces podcasts-là. Mais voilà, en tout cas, c'est un vrai plaisir de l'avoir préparé et de vous retrouver derrière ce micro. Et je me suis souvenu d'un sujet que je voulais aborder avec vous depuis longtemps. J'ai toujours une liste de sujets dont je vais parler. Et voilà, et comme j'avais besoin de faire des recherches pour ce sujet-là, je l'avais mis de côté pour le bon moment. Donc on va en parler aujourd'hui. Il y a quelques mois, quand on avait fait Race and Business numéro 1, là où on avait conduit des Caterham, cette fois-ci à Alès, c'était au mois de septembre dernier, j'avais publié une photo de Ben, mon associé, mon cousin, avec moi sur Instagram, et on était devant une superbe Porsche 911, une 991 GT3 RS, avec un pack Weissmann vert, une voiture magnifique, qui était celle de la personne qui organisait l'événement karting. Et comme c'est un de nos rêves avec Ben, alors pas forcément cette voiture, mais qu'on aime bien les voitures, et le rêve et ce que ça symbolise, voilà, j'avais sous-titré, c'était cool de publier cette photo-là, tous les deux, là, en mode selfie devant la voiture, et je l'avais sous-titré avec une phase d'une des chansons d'Orelsan, où il cite son producteur, où il cite Scred, et cette phrase c'est « Tout est possible, faut juste un plan ». Et j'avais bien kiffé, et c'est une phrase qui me touche parce que c'est ce que je vais vous démontrer dans ce podcast tout le long là, mais c'est quelque chose dont je suis intimement convaincu, et si vous êtes sur ce podcast, c'est quelque chose que vous savez, vous êtes au courant. Il y a 3 ans, pendant les événements dont il ne faut pas prononcer le nom, je vous faisais déjà des podcasts sur, pour moi, l'importance d'avoir un plan de vie, d'avoir un plan dans sa vie, de savoir où on veut aller dans la vie, et surtout commencer à définir comment on va l'atteindre. Et voilà, même si, bien entendu, on ne peut pas tout prévoir. Et c'est ce que l'on ne s'est pas privé de me faire remarquer, justement, en commentaire de cette photo. Et c'est de ça dont on va parler, parce que sous cette publication, j'avais eu un commentaire un petit peu taquin, où quelqu'un me répliquait une citation du célèbre boxeur Mike Tyson. Et donc, pour donner un peu de contexte, hein, en 97, on avait demandé à Tyson s'il s'inquiétait pour son prochain adversaire. Donc son adversaire, c'était Evander Holyfield, qui avait établi un plan de combat pour combattre Mike Tyson. Et ce à quoi Tyson avait rétorqué « Everyone has a plan until they get punched in the mouth ». Donc, je m'excuserai pour l'accent. Pourtant, normalement, je suis pas mauvais en anglais, mais ça fait longtemps. Ce qui veut dire « tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne une patate dans la bouche ». Donc voilà, quand on demande à Tyson s'il s'inquiète si son adversaire a un plan, voilà, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne une patate dans la bouche. Alors effectivement,
c'est cool, ça sonne super bien, c'est une putain de punchline, mais pour autant, est-ce que c'est bien de pas avoir de plan du tout et d'y aller à l'impro total, quoi, d'y aller au talent, comme on dit? Alors vous vous en doutez, on va pas en rester là, hein. J'ai quand même creusé un peu, parce que en fait, cette punchline de Tyson, elle est elle-même reprise d'une citation qui date de 1871. Une citation d'un maréchal prussien qui était en guerre contre la France à l'époque, hein, qui s'appelle Helmut von Moltke. Alors, si j'ai mal prononcé, je suis navré. J'espère qu'Helmut m'en voudra pas, mais je pense que ça fait longtemps qu'il a plus mal aux dents. Et Helmut nous disait, à l'époque, il n'y a pas de plan d'opération qui puisse, avec quelque certitude, s'étendre au-delà de la première rencontre avec les principales forces de l'ennemi. Seul le profane s'imagine qu'une campagne peut se développer et s'exécuter suivant un plan primordial, conçu à l'avance, réglé dans tous ses détails et maintenu jusqu'à la fin. Donc c'est une citation célèbre, mais qui a été réduite aujourd'hui en aucun plan de bataille ne survit au premier contact avec l'ennemi. Donc voilà comment Tyson l'a traduit, mais la citation qui est la plus connue, c'est celle-là, hein. Aucun plan de bataille ne survit au premier contact avec l'ennemi. Alors finalement, hein, si même un général des armées dit que ça sert à rien d'avoir un plan, bah, qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc je pense qu'il faut aller chercher encore un peu plus loin. Et pour cela, on va se faire ça à l'ancienne. On va ressortir le dictionnaire, les bonnes vieilles définitions. On va aller voir dans les définitions des mots. Donc comme cette citation, elle est reprise du domaine militaire, bah, j'ai décidé de commencer par là. Et comment est-ce qu'on appelle un plan de bataille dans le domaine militaire, et pas que d'ailleurs, hein, dans le domaine militaire, mais on appelle ça une stratégie. Donc je suis allé voir la définition du mot stratégie dans le dictionnaire. Donc la stratégie, c'est un ensemble d'actions coordonnées, d'opérations habiles, de manœuvres en vue d'atteindre un but précis. Bon, déjà, ça ressemble fort à un plan, donc on n'est pas trop mal. L'art de combiner l'action de forces militaires en vue d'atteindre un but de guerre déterminé par le pouvoir politique. C'est aussi l'art de coordonner des forces militaires, politiques, économiques et morales impliquées dans la conduite d'une guerre ou la préparation de la défense d'une nation ou d'une coalition. Art de coordonner des actions, de manœuvrer habilement pour atteindre un but, la stratégie électorale. Donc on voit bien que c'est ça. D'abord on a un but, et c'est l'art de coordonner toutes ces actions pour y arriver. Et j'ai aussi trouvé les définitions suivantes. Le but de la stratégie est d'atteindre le ou les objectifs fixés par la politique ou l'idée générale en utilisant au mieux les moyens qu'on a à disposition. Initiée par l'art militaire, la stratégie se décline dans de nombreux domaines d'affrontement ou de compétition, tels que les entreprises en management ou en marketing et la psychologie, notamment la manipulation mentale ou la séduction. Il y a même des mecs qui ont des stratégies en séduction. L'économie, la diplomatie, l'écologie, les jeux de stratégie comme les échecs ou le poker. Donc jusque-là, c'est vraiment ce à quoi on s'attendait, mais j'ai creusé encore, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment intéressant et qui va nous aider pour la suite de ce podcast. La stratégie se distingue de la tactique en ce sens qu'elle concerne des objectifs à moyen ou long terme, tels que la victoire d'une guerre ou une politique diplomatique particulière, alors que la tactique concerne des objectifs à court terme, tels que la victoire dans une bataille. Donc voilà, peut-être que la stratégie globale, hein, le plan global, il peut être malmené à un moment, quand on entre en contact avec l'ennemi, par exemple, hein, quand on prend une patate dans la bouche, en gros. Mais est-ce qu'il faut remettre le plan entier en jeu pour autant? Ou est-ce que même ça, ça justifie de ne pas avoir de plan du tout? Ou alors peut-être que c'est à ce moment précis, justement, que la stratégie, elle va laisser place à la tactique. Et donc pour ça, on va aller chercher à en savoir encore plus, et on va continuer de creuser en ce sens, et on va aller voir la définition de la tactique. Donc qu'est-ce que c'est la tactique par rapport à la stratégie? La tactique se rapporte à l'organisation et à la marche suivie pour réussir dans quelque affaire. Initialement lié au domaine militaire, ce terme s'applique à toute confrontation économique, commerciale, sportive, ludique, diplomatique, et décrit l'art de combiner de manière optimale les modes opératoires et les moyens dont on dispose pour emporter un gain ou une décision. Ensemble des moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Par exemple, changer de tactique. Bon, jusque-là, on n'est pas trop loin de la définition d'une stratégie. Mais justement, la tactique se distingue de la stratégie en ce sens qu'elle concerne des objectifs à court terme, tels que la victoire d'une bataille, alors que la stratégie, elle va concerner des objectifs à moyen ou à long terme, comme la victoire d'une guerre ou d'une politique diplomatique, par exemple. Donc voilà, j'ai encore un peu de définition. La tactique, c'est l'art de combiner tous les moyens militaires, troupes, armements au combat. C'est l'exécution des plans de la stratégie.
par exemple une tactique d'encerclement. Donc là, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, quoi. La stratégie, c'est vraiment le plan global, et la tactique, c'est justement au jour le jour, quoi. Vraiment les actions court terme. Donc, est-ce que c'est pas ça qui va venir à notre secours? Et c'est ça, la stratégie, c'est dans les papiers. La stratégie, c'est la théorie avant la bagarre, c'est les plans de bataille. Et la tactique, c'est sur le terrain, quoi. C'est quand on est confronté au réel. C'est justement quand on prend la patate dans la bouche. La stratégie, c'est l'exécution des plans. Donc, je pense qu'à ce stade du podcast, on peut faire un vrai parallèle avec l'indépendance financière, par exemple. La stratégie pour l'indépendance financière, c'est en quelque sorte le plan d'action qu'on va devoir exécuter pour réaliser notre objectif ultime, donc atteindre l'indépendance financière. Elle va nous aider à définir nos objectifs à long terme et la façon de pouvoir les atteindre. La stratégie, par exemple, ça pourrait être de monter un business de LCD et une conciergerie pour dégager du cash flow. Et on va se dire utiliser la moitié de ce cash flow pour continuer d'investir dans l'immobilier et l'autre moitié pour investir dans la bourse tous les mois en DCA. Donc le DCA, je répète encore une fois, c'est le Dollar Cost Averaging. En français, ça se dit coût moyen rapporté. C'est l'art d'investir tous les mois le même montant sur le même actif dans la bourse. Donc un ETF, par exemple. Donc voilà. Et le plan, il peut même se détailler beaucoup plus, notre plan de bataille. Pour la partie immobilier, par exemple, ça peut être acheter 3 appartements cette année dans ce quartier précis. Ça, c'est la stratégie, c'est le big picture, c'est le plan global. Et ensuite, la tactique, ce sera les étapes concrètes et individuelles qui vont nous permettre d'avancer dans la réalisation de cette stratégie. Donc, dans notre exemple de stratégie d'indépendance financière, ça va être les actions précises qu'on va mettre en place pour réaliser ces initiatives qui ont été définies dans la stratégie. Donc, par exemple, la tactique, ça va être acheter un premier appartement, faire les travaux, le décorer, le meubler, faire l'annonce, le mettre en location sur les plateformes. Et la tactique, elle peut même aller encore plus loin, parce que chaque fois qu'on sera confronté à une difficulté du terrain, qui n'était pas prévue dans le plan, dans la stratégie, elle va nous aider. Le jour où on se fait retourner pour la première fois un appartement en LCD et que c'était pas du tout prévu dans le plan, dans la stratégie, que justement le réel là, de je veux atteindre l'indépendance financière, j'ai vu des vidéos YouTube, je me fais retourner mon appart, le réel, il nous met la patate en pleine face, il faut réagir. Et surtout quand l'appartement, par exemple, il est reloué le soir même et que vous ne voulez pas risquer une annulation pour perdre votre statut de super hôte, par exemple, ça, c'est de la tactique. Ça, c'est de l'adaptation dans la minute sur le terrain. Et est-ce que la tactique, ici, elle doit remettre en cause toute la nécessité du plan? Est-ce que parce qu'on a un appart en LCD qui peut être retourné de temps en temps de manière imprévue, on ne doit pas faire de LCD du tout? Ou alors pire, on doit faire de la LCD mais sans aucune stratégie d'acquisition ou sans aucune stratégie d'exploitation, ne pas avoir de plan? Mais bien sûr que non, quoi. Et ça n'empêche pas d'acquérir de l'expérience et de faire une procédure qui pourra intégrer la stratégie en cas de coup dur, comme se faire retourner une LCD, où l'émotion, elle peut prendre le dessus. À ce stade-là, je peux vous parler de Yann, mon collègue des Gentlemen Investisseurs, qui est la première fois qu'il s'est fait retourner une LCD, puisque c'est sa stratégie vraiment de base. Il a, je crois, 8 LCD en tout, Yann. Ça lui a retourné le bide, ça lui a retourné le cerveau, ça lui a pourri sa journée, et il a galéré pendant une journée entière pour s'en sortir. Et aujourd'hui, il a défini une stratégie, il appelle ça le plan blanc. Et la première fois qu'il a dû résoudre ça, c'était quasiment, c'était de la tactique, quoi. C'est-à-dire, je suis dans la merde, comment je fais? Dans la minute maintenant, je n'ai pas prévu de stratégie pour ça, comment je fais? Donc il s'est débrouillé, et une fois qu'il s'est débrouillé et que ça a marché, il a établi une stratégie où maintenant, ça s'appelle le plan blanc pour Yann, et sa femme de ménage sait ce qu'elle doit faire, il sait la procédure, et comme ça, il ne stresse plus quand ça lui arrive. Une fois passé le premier coup, il suit sa stratégie, et il sait que grâce à ça, tout le monde se met en place, son artisan s'il y a des problèmes, et il peut relouer le soir même. Donc, et ça, maintenant, c'est acté, et ça intègre la stratégie de base. Et maintenant, dans sa stratégie, s'il sait qu'il se fait retourner le CD, il sait ce qu'il doit faire. Et donc, c'est aussi quelque chose que moi, j'ai fait à l'époque. Pour ceux qui se souviennent du podcast, d'un des premiers podcasts qui s'appelait « Que faire quand tout semble perdu ?» Moi, j'étais très sujet au stress dans mon ancien boulot. Et justement, quand j'apprenais un truc très stressant, c'est-à-dire un client qui a un retard de paiement, par exemple, ou j'ai un gros retard de livraison sur un chantier,
où il m'arrive une tuile sur un chantier, moi j'avais ma procédure de respiration et de comment faire face à ce souci-là. Et j'en ai parlé justement dans ce podcast, que faire quand tout semble perdu. Ben voilà, hein. Moi ma stratégie globale, c'était réussir en devenant entrepreneur dans les travaux publics. Et la tactique, bah voilà, quand je me suis retrouvé face à ces problèmes-là, c'est de la tactique, c'est comment gérer au quotidien, à court terme. Bah, avec le temps, j'ai développé des procédures justement pour aller bien mieux et que j'avais ces procédures à établir en cas de coup dur, à appliquer en tout cas en cas de coup dur, et ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai passé tellement de temps à établir mes plans de stratégie pour quitter mon job et vivre de l'indépendance. Et, euh, et c'est drôle parce que j'ai tout gardé et j'ai tout sur mon ordi. Et ce week-end, en refaisant du ménage dans mon ordi, j'ai retrouvé justement tous ces plans de bataille, que ce soit mes plans de bataille pour atteindre l'indépendance, mes plans de bataille en cas de coup dur. Et j'ai quand même réalisé que j'étais plutôt un fin stratège parce que bah, j'ai dépassé tous les objectifs. J'ai retrouvé des feuilles objectifs Liberté 2018 et j'ai explosé tous les plafonds que j'avais mis. Donc c'est vraiment cool et j'ai retrouvé ça avec nostalgie et émotion. C'était un bon moment. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que j'avais rien laissé au hasard dans ma stratégie. Je m'étais offert plein de perceptions, j'avais noté plein de choses pour, voilà, au cas où il se passe ça, je peux faire ça. Et par contre, c'est pour la tactique au quotidien, quand vraiment le réel me mettait la patate dans la bouche, quoi, où c'était beaucoup plus de stress, c'était beaucoup de stress. Mais voilà, avec le temps, bah, on développe des procédures qui intègrent aussi la stratégie, qui remontent d'une strate. Et donc, je vous propose d'aller encore plus loin entre la stratégie et la tactique en se posant cette question. Pourquoi les gens n'ont souvent pas de stratégie, un peu comme Tyson, quoi. Voilà, on y va au talent, ça sert à rien. Mais aussi pourquoi les gens confondent stratégie et tactique. Et donc, on va voir que la sagesse chinoise va nous apporter une part de la réponse. Et justement, dans l'art de la guerre, Sun Tzu disait: les gens du commun ne peuvent pas comprendre comment je ménage mes victoires à partir des dispositifs même de l'ennemi. Ils ne voient que la tactique assurant la victoire sans remonter au plan qui l'étaye. Voilà, les gens ne voient que le court terme, que ce qui est visible, et ne voient pas les plans long terme. Et donc rappelez-vous qu'à ce stade, la stratégie, c'est les plans de bataille à long terme, la tactique, c'est le court terme, c'est le terrain. Et donc ce que nous dit Sun Tzu ici, c'est que les gens du commun, les gens du quotidien, c'est ce que je disais, ne voit que ce qui est visible, quoi. Ah, tiens, il a encore acheté un appart. Et il voit ça sans voir la stratégie globale dans laquelle cet achat va s'intégrer. Et pour la simple et bonne raison que la tactique, par nature, elle est concrète, elle est court terme, elle est visible. Mais Sun Tzu, il nous rappelle bien que la stratégie globale, elle est derrière tout ça. Et elle n'en est pas moins importante, elle est même capitale. Et il nous confirme encore une fois que on n'a pas à choisir entre les deux. C'est pas stratégie ou tactique, mais c'est plutôt stratégie et tactique. Elles sont complémentaires, elles sont indispensables pour atteindre nos objectifs à long terme. Donc voilà, soyez seulement stratégique et vous allez devenir comme tous les experts des forums là que j'adore, qui savent tout et voilà, mais qui savent surtout rien. Des gens qui vous expliquent des stratégies boursières compliquées, puis vous vous rendez compte qu'au bout de 10 ans qu'ils sont là, ils ont 2000 € sur leur PEA. C'est des gens qui ont des objectifs, peut-être, qui ont des méga plans pour les atteindre, mais qui ne font rien. Et voilà. Et si par contre vous êtes seulement dans la tactique et que vous vous privez d'une vision long terme, voire très long terme, de cette vision précieuse, vous êtes un peu comme un canard sans tête, quoi. Rappelez-vous de cette expression, avoir la tête dans le guidon. Et ça, j'en sais quelque chose parce que pendant des années, c'est ce que j'ai eu quand j'avais ma boîte de TP, j'avais la tête dans le guidon. J'étais pas dans la stratégie, puisque même sur ma boîte de TP, j'avais du mal à faire du développement. J'étais que dans la tactique, j'étais que dans le quotidien, dans l'urgent au lieu d'être dans l'important, quoi. Ça, on a déjà parlé de ça, de la différence entre l'urgent et l'important. Moi, j'étais toujours dans l'urgent, j'étais pas dans l'important. Et je pense qu'il y a une part de ça. La tactique, c'est l'urgent, et la stratégie, c'est l'important. Et seulement stratégique, on n'avance pas, on est dans les plans, et seulement tactique sans stratégie, on va faire des choses. On avancera plus en tout cas que celui qui reste assis. Mais par contre, on ira où? Et c'est ce que je disais, quoi. Si je remonte à mon époque travaux publics pour mon indépendance financière, j'étais presque trop, alors j'allais dire, en tout cas trop dans les plans pour ma partie indépendance financière,
et pas assez dans l'action, et c'est pour ça que j'ai mis 12 ans. Et à l'inverse, en ce qui concernait la boîte, j'étais uniquement dans le jour, dans la tactique au quotidien, et je manquais justement de cette vision à long terme pour développer, parce que justement, j'avais trop la tête dans le guidon. Donc voilà, et si on peut faire une petite parenthèse à ce moment du podcast, sur le domaine militaire, revenir un peu sur le domaine militaire, j'ai une anecdote qui est intéressante. J'ai écouté récemment un podcast où l'invité était Alex French SAS, pour ceux qui le connaissent. C'est un ancien des forces spéciales qui aujourd'hui aide pour faire des jeux vidéo. Il est consultant pour des jeux vidéo, pour des films. Il a une société aussi de protection privée. C'est assez intéressant. C'est un ancien des forces spéciales françaises et le podcast était super intéressant. Moi, j'aime bien les films de guerre, donc j'ai adoré. Et à un moment, Alex, il fait une parenthèse sur la différence justement entre stratégie et tactique, et c'était vraiment éclairant. Et donc pour lui, l'armée régulière, c'est les missions tactiques. C'est-à-dire, on est sur la bataille. Sur une bataille, c'est comme aux échecs. Je déplace mon pion, je te prends une pièce, c'est vraiment le court terme, le quotidien. Et les opérations spéciales, ce qu'il faisait lui, ça relève plutôt du niveau de la guerre, en fait, du niveau stratégique, en se posant la question, qu'est-ce qui peut nous faire gagner la guerre ? Et là, ça va être du renseignement, de la politique, capturer un leader, libérer des otages, tout ce qui peut faire basculer vraiment une guerre plus que la tactique sur la bataille. Et donc, selon lui, la stratégie, en termes militaires en tout cas, la stratégie qui va être établie, elle va faciliter la tactique. Et c'est drôle parce que dans notre domaine de l'indépendance financière, c'est exactement la même chose. La stratégie qu'on va établir au départ, elle va faciliter la tactique au quotidien. Et donc en somme, pour résumer tout ça, si on essaye d'atteindre ses objectifs uniquement grâce à la stratégie, c'est une voie sans issue, quoi. On va passer son temps à planifier des actions sans les mener à bien grâce à la tactique. Et de la même façon, se focaliser uniquement sur la tactique, sans stratégie derrière, ça ne mènera pas bien loin. Et on peut même peut-être arrêter beaucoup plus vite si derrière ce qu'on fait, il n'y a pas un sens profond. Et vous le savez, hein, pour mon amour pour la PNL, quand on perd le sens, on sait où ça mène. Frustration, dépression, burn-out, j'en ai fait 2. Donc voilà. Et pour revenir sur la question, hein, pourquoi les gens n'ont pas de stratégie et souvent se contentent d'un peu de tactique, de quelques actions dispersées, c'est encore l'éternelle raison du court terme versus long terme. Et les gens manquent de vision à long terme, ils visent la gratification immédiate. Et on peut prendre un exemple là. Si l'objectif c'est d'atteindre 1 million d'euros de patrimoine, la stratégie, ça va être d'acheter des appartements en LCD, réinvestir le cash flow, par exemple, pour moitié en apport pour d'autres biens immobiliers, pour faire encore plus de LCD, et l'autre moitié en bourse, par exemple, en achetant des ETF. Donc la stratégie, elle est simple, vous me direz. Et la tactique, ce sera toutes les actions qu'on va mettre en place au quotidien pour gérer ces LCD, pour gérer l'investissement mensuel en DCA qu'on va faire en bourse pour les ETF. Et bien rien que ça, la plupart des gens, ils en sont tout simplement incapables parce que les gains sont à long terme et la plupart des gens vont préférer une gratification qui est immédiate. Et rien que tenir le DCA en ETF, ça va déjà être l'enfer. Et rien que d'investir tous les mois à la même date, pour les gens, c'est trop compliqué. Et la plupart des gens, ils vont préférer même prendre des trades, faire du trading, des trades anarchiques à court terme pour viser une fortune rapide que de l'action tactique avec une stratégie derrière. Ça va être tactique sans stratégie. Et ça, on sait comment ça finit. Ça finit mal. Souvent avec un arrêt de la bourse, par exemple. Des gens qui ne veulent plus du tout investir en bourse et parfois même un arrêt total de l'investissement. Et pourquoi aussi les gens n'ont pas de stratégie ? Ce serait sans oublier le bon vieux YOLO qui veut que quand on planifie les choses, la vie manque de fun. Voilà. Et j'avais même fait un podcast là-dessus. Et moi, en tout cas, pour moi, si aujourd'hui je peux faire plein de choses dans ma vie, c'est parce que je suis organisé. Là, ce début d'année, je suis parti 2 fois à l'étranger. On est au mois de mai, on est le 3 mai. Il s'est passé 4 mois, janvier, février, mars, avril. En 4 mois, je suis parti 2 fois à l'étranger. J'ai pris, je crois, j'en suis à 8 semaines de vacances. Après, il faut voir ma vision des vacances, parce que je bosse toujours entre 1 à 2 heures par jour. Donc, ce n'est pas les mêmes vacances que les vacances à rien faire.
Mais je veux dire, si je peux faire tout ça, et produire des podcasts, et produire des vidéos, et avoir des opérations de division foncière, et organiser des masterminds, et avoir des opérations de marchand de biens en parallèle, et développer mon réseau, c'est parce que je suis organisé. Et si j'étais en mode YOLO, je prévois rien, la vie m'offrira ce qu'elle a à m'offrir en ouvrant les bras dans mon jardin, il se passera rien en fait. Et voilà, il y a certaines choses, surtout en plus quand on a une famille, parce qu'on voit beaucoup d'influenceurs qui sont en mode YOLO, mais ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de femmes ou pas de mecs. Pour les femmes, pas d'enfants. Donc c'est beaucoup plus facile de prendre un billet d'avion du jour au lendemain quand on n'a ni femme ni enfant que quand on a une compagne, des enfants et une vie quand même de famille. Ou voilà, quand on a une famille, il y a une grosse inertie et quand on veut faire des voyages ou des activités, bah, si on les planifie pas, on fait juste rien, on reste chez soi et on fait rien donc. Bien sûr qu'il faut laisser la place à une part d'imprévu et qu'il faut qu'il y ait une part de magie, mais si la vie entière c'est un imprévu, bah, on n'en tirera pas le meilleur parti. Et encore une fois, on vit qu'une fois et le temps c'est notre plus grande richesse. Et si on veut en profiter, faut s'organiser. Donc pour moi, il faut avoir une stratégie et j'en suis convaincu. Donc si j'en suis convaincu, qu'est-ce qu'il faut pour établir une bonne stratégie dans ton mindset? Eh ben, pour définir une bonne stratégie, il faut déjà savoir ce que vous voulez dans la vie. Ça, c'est la base, c'est la première chose à faire. Si vous ne mettez pas le GPS en route, vous n'irez nulle part. Ou alors vous ferez des petites actions, de la petite tactique comme ça, et vous irez où la vie vous mène. Et parfois, c'est dans un mur. Donc voilà. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Quels sont vos besoins? Qu'est-ce qui fait du sens pour vous? Les meilleures stratégies, elles sont construites autour d'objectifs qui sont clairement définis. Voilà, la clarté c'est le pouvoir, disait Tony Robbins, je suis entièrement d'accord avec lui, et c'est beaucoup plus simple d'établir une stratégie quand on sait exactement où on veut aller. Définir ses objectifs de façon précise, c'est le prérequis qui est indispensable à l'élaboration de cette stratégie. Donc on commence par là, on commence par savoir ce qu'on veut, on commence par régler le GPS. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, on peut passer à la stratégie. Et donc une bonne stratégie, elle doit être planifiée, bien renseignée. On doit connaître, par exemple, le secteur dans lequel on veut se lancer pour que la stratégie soit efficace. Ça, c'est vraiment important de bien savoir où on met les pieds. Donc pour reprendre notre exemple, d'atteindre 1 million d'euros de patrimoine grâce à l'immobilier à la bourse, par exemple, c'est nécessaire de bien connaître l'immobilier et la bourse. Se former à la bourse, il n'y en a pas pour très très longtemps, surtout quand on investit en DCA, mais savoir que sur le long terme, l'histoire nous a montré, j'ai pas de boule de cristal, les performances passées ne présagent pas des performances futures en aucun cas, mais en tout cas, voilà, si on n'est pas catastrophiste, collapsionniste, on peut espérer qu'elle continue de monter. Donc elle augmente depuis 170 ans, que la meilleure façon d'investir sur le long terme, c'est le DCA. Ça demande d'être donc bien renseigné sur le sujet, de bien se former, et c'est ça qui fera la différence entre ceux qui avancent à l'aveuglette. Donc de bien se former, bien connaître le domaine où on veut mettre les pieds. Et la dernière astuce, c'est d'avoir toujours un coup d'avance en stratégie. C'est ça qui fait un bon joueur d'échecs, c'est qu'il a plein de coups d'avance dans sa tête. Et pour cela, un des outils qui peut nous aider, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est encore une fois la PNL. La PNL, la programmation neurolinguistique, c'est l'art de s'offrir plein de perceptions d'une situation. Et comme aux échecs, voilà, d'avoir plusieurs coups d'avance, plusieurs coups dans sa tête, et de prévoir au niveau stratégique non seulement un plan B, si le plan A ne fonctionne pas, mais aussi un plan C, un plan D, et pourquoi pas un plan E. Donc voilà, et pour pas être pris au dépourvu quand les difficultés se présenteront, parce que croyez-moi, elles se présenteront, et quand elles arrivent, disait Jacques Chirac, quand les merdes arrivent, elles volent en escadrille, et je pense qu'il n'avait pas tort. Et surtout, ne pas tout remettre en cause sur du court terme. Ne pas remettre en cause la stratégie qu'on a établie sur du long terme à cause de petites choses court terme. Vous vous faites ruiner une LCD, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter l'immobilier. Donc voilà, et pour ça, pour pas remettre en cause la stratégie, il faut une bonne tactique. Alors tonton, que faut-il pour établir une bonne tactique? On l'a vu, les tactiques, elles fonctionnent à court terme. Donc la première chose, c'est qu'il n'y a pas de bonne tactique sans une bonne stratégie derrière. Ça, on l'a dit plein de fois dans ce podcast. Comme la stratégie, elle représente le plan à long terme, la tactique, c'est les petites étapes à court terme qui vont nous permettre de réaliser des objectifs intermédiaires. Et voilà, finalement, la planification de cette tactique, ça va consister à décomposer la stratégie globale en sous-objectifs, en petites actions à court terme. Et la tactique, elle va toujours dans le sens de la stratégie. Et elle doit toujours contribuer, in fine,
à la réalisation de l'objectif global. Si, je sais pas, sur un chantier, vous avez un maître d'œuvre qui vous prend la tête et que vous avez envie de vous péter avec lui et, et de l'engueuler une bonne fois pour toutes et que vous êtes au bout du chantier, est-ce que c'est vraiment une bonne tactique si votre but c'est de terminer votre chantier dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il vaut mieux pas privilégier la discussion ou trouver un compromis pour arriver à votre objectif final qui est finir mon bâtiment, toucher mes loyers ou le vendre, plutôt que de vous péter avec lui. Donc peut-être que la tactique, au départ, vous avez juste envie de vous clasher avec lui, mais que finalement, elle dessert votre objectif global, qui est de bien terminer ce chantier. Peut-être que la tactique, finalement, c'est de trouver un compromis qui vous permettra en tout cas, de respecter la stratégie qui doit vous mener à la réalisation de l'objectif global. Ça fait réfléchir tout ça. La tactique, c'est aussi des petites actions qui sont limitées dans le temps. Un des meilleurs livres que je connaisse sur le sujet, et d'une certaine façon qui vous aidera à mener à bien même tous vos projets, à découper vos objectifs en sous-objectifs et à les atteindre, c'est encore et toujours la technique du succès d'André Muller, ce bon vieil André Muller. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, je lance encore un SOS. Si quelqu'un connaît André Muller, ou qui doit pas être tout jeune maintenant, ou sait ce qu'il est devenu, ou ce qu'il a laissé comme héritage derrière lui, en tout cas culturel, ça serait avec un grand plaisir. J'ai découvert un autre livre de lui en fouillant bien, un recueil de développement personnel qui est très très beau, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, mais en tout cas, pour en revenir à la technique du succès, c'est pour le coup vraiment un livre qui est à la fois stratégique et finalement surtout tactique, parce qu'il nous aide à découper nos objectifs et il nous aide à réussir à atteindre nos objectifs. Donc c'est un livre qui est incroyable. Donc je vous le conseille encore une fois vivement. Et justement, encore une fois, si la stratégie est bonne, on ne la remet pas en cause au moindre imprévu tactique, quoi. Pour reprendre notre objectif à long terme, si notre stratégie pour faire 1 million d'euros de patrimoine net, elle est basée sur l'immobilier et la bourse, oui, en ce moment, c'est un peu pénible, quoi, l'immobilier et la bourse. Le marché immobilier, il est un peu stagnant au moment où on enregistre ce podcast, donc en mai 2023. Les taux sont remontés fortement, le nombre de transactions immobilières a baissé vraiment drastiquement. En région Rhône-Alpes, et surtout près de Lyon, il y a quasiment un compromis sur 2 qui pète en ce moment. Pour la bourse, au moment où on en est, elle baisse doucement depuis 18 mois. On n'est pas vraiment en bear market, mais on n'est toujours pas en bear market, mais on est dans une sorte de pullback depuis 18 mois. En tout cas, la bourse mondiale. Donc, c'est pas fou, quoi. Et pour autant, quand on connaît l'historique de ces marchés, que ce soit le marché immobilier ou le marché boursier, et la nature cyclique de ces secteurs d'investissement, est-ce qu'il faut remettre en cause toute la stratégie et se dire que finalement l'immobilier et la bourse c'est nul et ça n'a jamais enrichi personne et finir par jeter le bébé avec l'eau du bain? Bien sûr que non, quoi. La stratégie, elle est toujours la même dans le fond. C'est d'avoir un business qui génère un cash flow positif ou à défaut d'avoir un salaire au départ le plus gros possible, on va dire, pour générer de l'excédent de trésorerie. Et à côté, une méthode d'investissement, que ce soit en immobilier ou en bourse, pour générer des intérêts composés, que ce soit avec des loyers, avec des plus-values immobilières ou avec de la bourse, ou même parfois avec de la crypto, si le cœur vous en dit. Mais donc la stratégie générale, c'est toujours la même. Et peut-être que dans ces temps difficiles, il faut seulement adapter la tactique. Si on fait du trading, ça ne veut pas dire que le trading est mort pour toujours. Ça veut juste dire que dans ces moments où les marchés sont baissiers, c'est plus difficile, voire même impossible, donc il ne faut peut-être pas en faire, mais autant se rabattre sur une autre façon d'investir, comme le DCA, qui a fait ses preuves dans les moments où les marchés sont un peu en train de baisser. Les gens ont toujours besoin de se loger, donc si en ce moment le marchand de biens, c'est un peu plus compliqué dans des secteurs un peu moins premium, pourquoi pas viser une LCD de plus, par exemple, ou une LCD à thème, ou viser un secteur premium dans le marchand de biens, un secteur où les biens sont tellement rares, où la localisation est tellement bien qu'on est moins touché par les baisses de prix. Ou au contraire, se servir de ce ralentissement, justement, là, comme au judo, pour faire une négociation tactique encore plus agressive. Voilà, on retourne le marché contre lui-même. Donc plutôt que d'abandonner l'objectif principal de faire 1 million d'euros de patrimoine net en prétextant qu'en ce moment c'est trop dur, on ne change pas la stratégie globale qui est de s'enrichir avec l'immobilier et la bourse, mais on adapte cette tactique à court terme. Donc voilà, on arrive à la conclusion, on arrive à la fin de ce podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu.
Et avant de se quitter, on peut citer une dernière fois cette citation de Mike Tyson. Tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il prenne une patate dans la bouche. Ben voilà, si jamais vous doutiez de ce qu'on a abordé dans ce podcast, on peut rappeler que ce combat-là, pour le coup, c'est Evander Holyfield qui l'a gagné. Tyson n'avait pas de plan, visiblement il n'avait pas de tactique non plus, à part bouffer l'oreille d'Holyfield de rage. Donc, faut toujours regarder d'où ça vient, une citation. Là, pour le coup, il avait tort. Et donc, je vous propose qu'on cite une nouvelle fois Sun Tzu dans l'art de la guerre. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis partent en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent en guerre d'abord, puis cherchent à gagner. Alors soyez plutôt comme Holyfield, élaborez un plan suffisamment détaillé pour gagner d'abord, mais assurez-vous de pouvoir adapter ce plan afin qu'un coup de poing dans la bouche n'entraîne pas la défaite. Et surtout, ne jamais se décourager. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Je vous quitte pour cette semaine, mais avant cela, comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur, et vous le savez, je vous souhaite, par-dessus tout, de vivre libre.